Le Big Bang, la grande explosion. Georges Lemaître, souvenez-vous, avait suggéré que l'univers était né d'une brusque explosion initiale. L'idée était extraordinaire et résolvait d'un seul coup tous les problèmes liés à l'idée d'un univers éternel. Le Big Bang s'accordait avec la deuxième loi de la thermodynamique, solutionnait le paradoxe d'Olbert, expliquait l'actuelle configuration de l'univers soumis aux conditions de Newton et cadrait avec la relativité d'Einstein. L'univers a commencé par une grande explosion soudaine. Bien que l'expression la plus appropriée ne soit pas explosion mais expansion. Mais alors, qu'y avait-il avant l'expansion? En fait, il n'y avait pas d'avant. Nous ne parlons pas ici d'un espace vide qui aurait commencé à se remplir. Le Big Bang implique qu'il n'y avait aucun espace antérieur. L'espace est né avec la grande expansion soudaine. Or, les théories de la relativité établissent que l'espace et le temps sont les deux faces d'une même médaille. Donc, la conclusion est logique. Si l'espace est né avec le Big Bang, le temps est également issu de cet événement primordial. Il n'y avait pas d'avant parce que le temps n'existait pas. Tout commença avec l'espace qui débuta avec le Big Bang. Demander ce qu'il y avait avant le temps, c'est comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. Ça n'a aucun sens. Oui, cette idée est difficile à accepter. Ce problème du point initial est de loin le plus complexe de la théorie. On l'appelle la singularité. On pense que l'univers était comprimé en un point infime d'énergie, et que soudain, il y a eu une éruption pendant laquelle a surgi la matière, l'espace, le temps et les lois de l'univers. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette éruption? Eh bien, c'est le point le plus délicat de toute la théorie, la plus difficile à expliquer. Pas seulement parce que les explications sont contre-intuitives, mais parce que les scientifiques eux-mêmes restent perplexes devant le problème. Eh bien, disons que le mécanisme causal ne s'applique pas à ce point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cause. Je sais que tout ça paraît dingue, mais suivez mon raisonnement, ou du moins celui que j'ai trouvé sur internet. Tous les événements ont une cause, et leurs effets deviennent des causes d'événements à venir. C'est une évidence de la physique. Seul le mécanisme cause-effet-cause implique une chronologie. D'abord se produit la cause, puis l'effet. Maintenant réfléchissez. Puisque le temps n'existait pas dans ce point infime, comment un événement aurait pu générer un autre? Il n'y avait pas d'avant ni d'après. En conséquence, il n'y avait pas de cause ni d'effet, parce qu'aucun événement ne pouvait en précéder un autre. Mais le fait est qu'excepté ce problème de la singularité initiale, cette théorie résout les paradoxes posés par l'hypothèse de l'univers éternel. Mais il y a eu des scientifiques qui n'ont pas été satisfaits par le Big Bang, et en cherchaient une explication alternative. L'hypothèse qu'on ait proposée est la théorie de l'univers en étant permanent, reposant sur l'idée que la matière est de faible entropie et de création constante. Au lieu que la matière surgisse en totalité d'une grande expansion initiale, elle apparaîtrait graduellement au fil du temps par petites éruptions. Compensant la part de la matière qui meurt à son point maximum d'entropie. Si c'est le cas, l'univers peut être éternel. Cette possibilité a sérieusement été envisagée par la science, à tel point que, pendant longtemps, la théorie de l'univers en étant permanent était présentée sur le même pied d'égalité que le Big Bang. Mais alors pourquoi ce n'est plus le cas? À cause d'une prévision due à la théorie du Big Bang. En considérant cette grande expansion initiale, les scientifiques ont pensé qu'il devait exister une radiation cosmique de fond, une sorte d'écho de cette éruption primordiale. L'existence de cet écho a été présentée en 1948, et on lui a attribué environ une température de 5 degrés Kelvin, autrement dit 5 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais alors où diable pouvait être cet écho? On avait beau chercher, on ne trouvait rien, jusqu'en 1965. Deux astrophysiciens américains, qui achevaient un travail expérimental au moyen d'une grande antenne dans le New Jersey, captent soudain un bruit de fond très désagréable. Ce bruit agaçant semblait venir de tous les points du ciel. Les deux chercheurs avaient beau tourner l'antenne d'un côté comme de l'autre, vers une étoile, une galaxie, une nébuleuse lointaine ou un espace vide, le son persistait. Durant un an, ils ont cherché à l'éliminer. Ils ont vérifié tous les câbles électriques, vérifié toutes les possibilités d'une panne, pour finalement appeler les scientifiques de l'université de Princeton pour leur demander s'ils avaient une explication à tout ça. Et ils en avaient une. C'était l'écho du Big Bang. En fait, ce qu'ils ont capté, c'est la plus ancienne lumière qui soit arrivée jusqu'à nous. Une lumière que le temps a transformée en micro-ondes. On les appelle les radiations cosmiques de fond. Et les mesures thermiques indiquent qu'elles avoisinent les 3 degrés Kelvin. Une valeur très proche de la prévision faite en 1948. Pour ceux qui sont nés durant la préhistoire et qui allumaient la télé sur une chaîne qui n'aimait pas. Vous savez qu'on voit un écran brouillé avec du bruit et des petits points sautillés en entendant des grésillements irritants. Eh bien, sachez qu'1% de cet effet provient du Big Bang. Donc si un jour vous regardez la télé et que rien ne vous intéresse, je vous suggère de chercher une chaîne sans programme. Vous assisterez à la naissance de l'univers. Bref, cette éruption initiale est démontrable mathématiquement. D'ailleurs, Penrose et Hawking ont prouvé une série de théorèmes qui confirment que le Big Bang est inévitable dès lors que la gravité parvient à être une force d'attraction dans des conditions extrêmes où s'est formé l'univers. Donnez-moi un instant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé après le Big Bang. Eh bien, tout s'est passé voilà environ 10 à 20 milliards d'années, probablement 15. L'énergie était concentrée en un seul point et s'est dilatée en une grande éruption. E égale à mc carré. Comme d'après cette équation, l'énergie équivaut à la masse. Ce qui s'est passé, c'est que la matière a surgi de la transformation de l'énergie.
Dès le premier instant, l'espace est apparu et s'est aussitôt dilaté. Or, comme l'espace est lié au temps, l'apparition de l'espace a automatiquement entraîné l'apparition du temps, qui s'est également dilaté. En ce premier instant est née une super-force, ainsi que toutes les lois qui nous gouvernent. La température était extrêmement élevée, quelques dizaines de milliards de millions de degrés. Cette super-force a commencé à se scinder en différentes forces, et c'est le début des premières réactions nucléaires qui ont créé les noyaux des éléments les plus légers, comme l'hydrogène, l'hélium ou le lithium par exemple. En 3 minutes seulement est apparu 98% de toute la matière qui existe ou qui existera. Ça signifie que presque tous les atomes présents dans notre corps sont déjà passés par diverses étoiles et ont déjà occupé des milliards d'organismes différents. Et nous avons tellement d'atomes que l'on peut estimer que chacun d'entre nous possède au moins 1 million d'atomes ayant déjà appartenu à d'autres personnes qui ont déjà existé. Après l'éruption initiale, l'univers a commencé à s'organiser automatiquement en structures obéissant aux lois. Avec le temps, les températures ont baissé jusqu'à atteindre un point critique où la superforce s'est désintégrée en 4 autres forces. D'abord la force de gravité, puis la force forte, la force électromagnétique et enfin la force faible. La force de gravité a organisé la matière en groupes localisés. Au bout de 200 millions d'années, les premières étoiles surgirent. Puis sont nés les systèmes planétaires, les galaxies et les groupes de galaxies. Les planètes étaient au départ des petits corps incandescents semblables à des étoiles. Ces corps se refroidirent jusqu'à se solidifier, comme ce fut le cas pour la Terre, et nous voici aujourd'hui. Puis la Terre va mourir, puis ce sera le Soleil, puis la galaxie, et enfin l'univers. Telle est la conséquence inévitable de la deuxième loi de la thermodynamique. Tout ce qui naît est voué à mourir, ce qui nous amène directement du point alpha au point oméga. La fin de l'univers.